Donc là, en fait, après, au-delà de ce qu'il y a à partager sur les fonctions et trucs, donc on va continuer à regarder les bibliothèques sur Python. Et donc là, on va regarder en fait une bibliothèque NumPy qui est fortement utilisée en mathématiques. Donc pour ceux qui veulent utiliser, en fait, pour ceux qui veulent faire du maths sur Python, ça afficher des graphiques, définir des matrices et résoudre même des équations ou bien des systèmes d'équations linéaires sur Python. Donc tout ça c'est possible avec cette bibliothèque là qui s'appelle NumPy. Donc NumPy c'est une bibliothèque qui a été définie pour tout ce qui est calcul numérique et sa représentation graphique et tout. Donc et vous pouvez éventuellement visiter le site numpy.org donc pour avoir plus de détails sur ce qu'on peut faire avec NumPy. Et donc pour démarrer, comme l'a dit Ndiaye, donc il faut toujours importer la bibliothèque avec laquelle on veut travailler. Et là, par exemple, on pouvait seulement importer, dire importe NumPy, mais le fait de dire as np nous permettra de ne pas réécrire à chaque fois le nom de la bibliothèque comme l'a dit Ndiaye. Et donc nous on peut exécuter cette cellule. Donc là, on a importé notre bibliothèque NumPy. Par exemple, ici sur Python, je ne peux pas afficher la valeur de pi. Donc pi, pi seulement, Python ne connaît pas que si c'est une valeur ou bien si c'est si c'est une variable. Par exemple, si je dis pi seulement, donc là, j'aurai une erreur. Donc, c'est un tout petit peu long, mais ça va se compléter. Donc là, il me dit qu'en fait, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que pi n'a pas été défini. Normalement, pi, c'est une chaîne de caractères. Et donc, pour utiliser pi sur Python, normalement, je devrais définir la chaîne de caractères pi, la chaîne de caractères pi pour pouvoir l'utiliser. Cependant, je peux commenter de nouveau cette partie-là. Et si je dis np.pi, c'est-à-dire numpy.pi maintenant, est-ce que j'aurai la valeur de pi ou pas? Donc là, il me renvoie directement la valeur de pi qui est égale à 3,14. Et donc, NumPy nous permettra d'utiliser, toutes les opérations, quasiment toutes les opérations en maths. Donc, avec NumPy, on peut définir des tableaux. Et ça, le nom, de tableau en anglais, c'est array. Et donc, pour créer un tableau sur Python, donc, il suffit seulement de faire numpy.array et donc d'insérer le tableau qu'on veut définir. Maintenant, comme on a importé notre bibliothèque NumPy as np, donc au lieu à chaque fois d'écrire numpy.array, nous on va utiliser np.array. Et donc là, on verra par exemple ici, on va définir une matrice. Donc la matrice qui ce tableau-là, donc ça sera une matrice. Donc t qui est égal à np.array. Donc là, on aura la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Et donc on peut je peux aller à la ligne pour visualiser pour faciliter le visuel que ça sera quasiment comme une matrice. Donc là on aura cette matrice là 1, 2, 3 qui sera au niveau de la première ligne, moins 4, 1 demi, 7 et 5, 0, 9. Donc là je vais exécuter cette cellule. Et donc là, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal puisque j'ai fait que déclarer mon tableau. Maintenant, pour l'affichage, je peux soit utiliser la fonction print sur Python qui me permettra d'afficher le tableau que j'ai défini ou bien d'appeler uniquement le tableau que j'avais défini. Avec la fonction print, donc je vais cliquer et donc j'aurai l'affichage de mon tableau. Donc là, j'ai mon tableau qui est égal, qui est défini par 1, 2, 3, c'est-à-dire qui sera une matrice. Et donc là, on verra, quels sont éventuellement les différents types de manipulations ou bien les différents types de calculs qu'on peut faire sur NumPy en utilisant, avec les matrices. Par exemple, pour faire la diagonalisation ou bien pour calculer le déterminant, calculer l'inverse de cette matrice-là au cas où le déterminant est différent de 0. Pour l'affichage, éventuellement, je peux directement afficher le tableau, c'est-à-dire je peux directement afficher T, et donc il me dit que notre T c'est un tableau contenant ces valeurs-là. Maintenant ici, le tableau que j'ai défini, c'est ce tableau-là. Donc j'ai les éléments que j'ai définis, par exemple, ce sont les éléments de la matrice T, et donc la matrice T que j'ai définie, donc c'est une matrice 3, 3, donc une matrice carrée, donc avec 1, 2, 3 qui est au niveau de la première ligne.
moins 4, 1 demi 7 au niveau de la deuxième ligne et 5, 0, 9 qui est au niveau de la troisième ligne. Et donc, il faut faire attention, comme on l'avait dit en fait avec les listes, ici, les indices commencent par 0. Donc, par exemple, pour avoir l'indice TIJ, donc pour avoir l'élément qui se trouve au niveau de la première ligne et de la première colonne, je ne vais pas dire T11, parce que T11, on verra qu'après, ça va me donner une autre valeur qui sera différente de cette valeur-là. Et donc, à chaque fois, les indices, ça va commencer de 0. Donc, ici, c'est 0, donc, qui représente le premier élément, 1, le deuxième élément, et 2, le troisième élément de la matrice, ainsi de suite. Par exemple, pour afficher l'indice, en fait, pour afficher l'élément qui se trouve à la, en fait, première ligne et troisième colonne. Par exemple, là, j'aurai, donc je vais exécuter cette cellule-là, et j'aurai 3. Donc, première ligne, donc c'est la ligne, première colonne, troisième colonne du moins, 1, 2, 3. Donc là, il faut faire attention que c'est pas, je vais l'écrire ici en commentaire. Donc 0, 1, 2, 0, 1 et 2. Donc c'est ce qui représente les lignes et les colonnes. Ici, le 0 représente la première, en fait, ce 0-là, si c'est les lignes, donc 0, ça c'est la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc pour les colonnes éventuellement, donc c'est 0, 1, 2. Donc ici, je veux afficher l'élément qui se trouve à la première ligne et troisième colonne. Donc le troisième colonne ici, en fait, c'est équivalent à 2. Et donc, si j'avais dit par exemple ici 3, il va me dire que en fait, cet élément-là n'est pas, en fait, tu ne l'as pas défini, c'est pas sur la matrice. Donc, il va forcément m'afficher une erreur en me disant que cette valeur-là ne fait pas partie de cette matrice-là. Et donc, ce qui me montre que donc la valeur numéro 2 représente en fait ici notre troisième colonne. Je peux continuer à chercher des éléments. Par exemple, ici, je pouvais avoir, donc là, j'ai indenté un tout petit peu, raison pour laquelle ça passait pas. Donc, je peux afficher l'élément qui se trouve à la, donc je vais décommenter cette partie-là, et là aussi, je vais le décommenter. L'élément qui se trouve à la première ligne et première colonne. Donc, ça sera, en fait, on peut exécuter et on pourra éventuellement regarder notre matrice qu'on a définie ici. Et là, on verra que ce n'est rien d'autre que la valeur 1, donc qui est à la première ligne et première colonne. Donc, éventuellement, cet élément-là, en fait, n'en fera pas partie, mais on peut changer comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Donc, 2, 1, qui est égal à la valeur de 0. Sa deuxième ligne est troisième ligne autant pour moi et première colonne. Donc en fait ça c'est une matrice, en fait ce sont les matrices standards. Donc les matrices standards, on peut définir en fait une matrice qui nous genre, mais il y a aussi ce qu'on appelle les matrices standards qui existent en Python, c'est-à-dire une matrice qui est remplie de 0, ou bien une matrice de taille n, ou bien une matrice qui est remplie de 0 de taille np, ou bien ce qu'on appelle la matrice en fait diagonale, ICE. Donc ici, ça sera une matrice nulle. Donc ici, on aura une matrice qui sera remplie de 1. Donc par exemple, pour le np.ons de 4 et de 5, donc on aura une matrice qui sera remplie de 1. Donc ici, on a 5 lignes et 4 colonnes. Donc on peut éventuellement en fait tester les autres matrices, mais c'est ce qu'on appelle les matrices standards. Donc, on peut éventuellement définir ce qu'on appelle la matrice identité. Et donc, les fonctions qu'on peut utiliser sur NumPy, donc comme le NumPy.range, comme on le fait, le fonction range qu'on avait vu sur les boucles for, mais ici, en fait, il y a une légère différence. Donc là, on peut définir notre A en disant que A c'est égal à np.range de 18 à 3. Donc là, on va démarrer de 2 et la valeur maximale sera 18 avec un pas qui est défini de 3. Et donc là, on verra l'affichage. Donc 2, 5, 8. Donc le pas avec lequel on utilise, c'est le pas de 3. Donc là, on part de 2. La valeur maximale, c'est 18. Et on sait que, en fait, tous les pas, c'est décalé de 3.
Et donc là, de 2 à 5, donc de 2 à 5, le pas c'est 3. Donc on prend 2 plus 3 qui nous donne, en fait, la valeur qui a été définie. Bon, pour ceux qui le veulent, en fait, je vous suggère d'utiliser ce notebook-là. Je vais le partager de nouveau. Et de ne pas utiliser, en fait, le notebook que j'utilise là, quoi. Sinon, ça va créer des bugs, quoi, du coup. Donc, toujours sur les fonctions qu'on peut utiliser sur NumPy. Donc, en fait, il y a la fonction range qu'on peut utiliser donc pour remplir, éventuellement faire le remplissage d'une matrice ou bien faire le remplissage d'un tableau. Et donc là, de 0 à 10 multiplié par n.pi et de n à un pas de pi. Donc ici, pi, c'est comme le fonction, en fait, qu'on a défini ici. Mais sauf que ici, on a défini, en fait, une variable pi. Donc on part de 0, la valeur initiale, donc ça sera 0, et jusqu'à la valeur maximale qui est égale à 10 fois pi. Donc 10 multiplié par 3,14 à un temps de pi. On peut utiliser éventuellement la fonction linspace, et donc toutes ces fonctions-là ils sont définies dans le site de NumPy. Donc en fait, vous pouvez visualiser ces fonctions-là et essayer de regarder en fait d'autres exemples ou bien de les utiliser par vous-même. Donc là, en fait, on peut utiliser par exemple cette fonction linspace nous permet en fait d'avoir une liste à un part de 5, décalée d'un part de 5 quoi. Et donc, NumPy est aussi utilisé pour faire de l'algèbre linéaire. Donc, l'algèbre linéaire, qui dit algèbre linéaire, donc dit déclaration de matrice, résolution d'équation de second degré, de système d'équation du moins, calculer le déterminant d'une matrice ou bien calculer l'inverse d'une matrice. Par exemple, ici, on peut appeler la fonction linalg.det qui nous permettra de calculer le déterminant d'une matrice donnée. Ok, c'est bon. Donc, on pourra continuer avec le déterminant d'une matrice. Donc, comment peut-on calculer le déterminant d'une matrice? Donc, je vais former numpy.linalg. Donc, numpy.linalg en fait, me permet d'accéder en fait à ce qu'on appelle la fonction déterminant, qui me permettra de déterminer, en fait le déterminant d'une matrice. Le linalg, c'est l'algèbre, en fait, linéaire algébrique. C'est l'algèbre linéaire. Donc, en fait, c'est une fonction qu'on a réduit, qui, ça, en fait, du nom d'algèbre linéaire, quoi. Donc, ça me permettra, en fait, d'accéder à toutes les fonctions, comme par exemple, déterminant inverse d'une matrice, ainsi de suite. Et donc, là, la matrice que j'ai définie, c'est la matrice 1, 2, 3, 4. Et donc, là, je vais exécuter cette cellule bout en bout. Et donc, premièrement, je vais afficher la matrice que j'ai définie. Donc, A, qui sera égal à 1, 2, 3, 4. Et donc là, il me dit que le déterminant de la matrice A, ce n'est rien d'autre que moins 2. Et là, on peut le voir, par exemple, pour faire le déterminant. Donc, il suffit seulement de faire 4 multiplié par 1 moins 3 fois 2. Or, 4 fois 1, c'est égal à 6. 4 fois 1, c'est égal à 4, moins 3 fois 2 qui est égal à 6, qui nous donne moins 2. Donc, ici, on a bel et bien le déterminant qui a été calculé. Je peux éventuellement, en fait, calculer le déterminant de la matrice que j'avais définie initialement, c'est-à-dire la matrice T qui se trouve ici. La matrice T, définie par la matrice 3, 3 là. Donc, on sait bien que, en fait, le fait de calculer ce déterminant-là, en fait, avec la main est un tout petit peu pénible parce que c'est une matrice 3, 3. Et donc, avec Python, on peut avoir le déterminant facilement. Et donc là, je peux exécuter cette cellule-là et il me dira que le déterminant de T, c'est égal à 138,99. Donc, on peut dire que 139. Comme cette matrice-là, en fait, le déterminant de cette matrice-là est non nul, donc je peux inverser cette matrice. Et donc, pour inverser une matrice avec la main, donc en algèbre linéaire, on sait qu'en fait, on va un tout petit peu, en fait, faire des calculs pour calculer déterminer d'autres polynômes, et ainsi de suite. Et donc là, avec sur Python, donc ça, on peut l'avoir facilement. Donc là, je peux calculer l'inverse d'une autre matrice. Par exemple, cette matrice-là, je peux exécuter cette cellule. Donc en appelant la fonction inv, donc inverse pour dire inverse. Et donc là, pour ma matrice, en fait, la matrice T que j'avais définie, donc je peux calculer éventuellement son inverse, d'autant plus que cette matrice-là, elle est non nulle. Et donc, en utilisant Python, je peux directement avoir la matrice inverse, donc qui est aussi une matrice 3, 3, donc la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne, et donc éventuellement les colonnes qui s'affichent. Donc toujours avec le NumPy, donc on peut faire la résolution d'équation d'un système, par exemple d'un système à deux inconnus. Par exemple ici le système que j'ai défini, c'est le système 3x plus y égale 9 et x plus 2y égale 5. Donc là aussi,
on peut, en fait, on peut le résoudre facilement à la main, mais avec Python, donc ce qu'on va faire pour résoudre ça en algèbre linéaire, ce qu'on va faire, on va définir d'abord la matrice, en fait, les deux matrices qui correspondent à ce système-là. Et c'est la matrice carré 3, 1, 1, 2, donc qui est la matrice A qu'on a définie ici, et la matrice qui représente, en fait, la valeur de B, donc c'est AX égale B, avec x qui est égal aux les variables qu'on a eu, c'est-à-dire x, y, le grand X, et la matrice qu'on a définie. Et donc, pour résoudre cette équation-là sur Python, en fait, je vais d'abord définir les matrices, les deux matrices A et B. Et donc, pour définir la matrice A et la matrice B, c'est comme je vais définir la matrice T et les autres matrices. Donc, je vais dire que A égale np.array 3, 1, 1, 2. Donc là, c'est la matrice A que j'ai définie ici. Et maintenant, pour la matrice B, donc, qui est une matrice unicolonne, donc, il y a seulement deux lignes, une colonne, donc, c'est un vecteur. Et donc là, j'ai en fait, j'ai le vecteur B qui est, en fait, qui est défini ici. Donc là, je peux utiliser, donc, 5. Comme j'avais testé deux valeurs, donc là, je vais utiliser la valeur de 5. Et donc là, j'ai 9, 5 et la matrice A. Maintenant, pour résoudre ce système-là, en fait, sur Python, c'est simple, il suffit seulement, donc là, ouais, je peux faire, en fait, je peux afficher les matrices que j'ai définies, d'abord, et regarder comment je pourrais résoudre facilement cette équation-là avec Python, ce système d'équation. Donc là, je vais afficher, donc j'ai ma matrice A et la matrice B qui ont été bien définies. Et maintenant, je vais dire que les inconnus x, y, c'est égal à np.linag.solve. Donc, le mot-clé solve me permettra de résoudre ce système d'équation. Donc, je renseigne la matrice A et la matrice B. Donc, le x et le y, ce sont les inconnus. Et donc, là, je vais dire que le x correspondant et le y correspondant, c'est égal à np.linag, c'est-à-dire algèbre linéaire algèbre, point solve. Donc, je peux exécuter cette cellule-là. Et j'aurai les deux inconnus x et y et je pourrai les afficher facilement. Donc, je peux dire que x c'est égal à cela et y est égal à ça. Donc, pour ce système-là, donc j'aurai x qui est égal à 2.6 et y qui est égal à 1.2. Donc, qui me donne, en fait, là, j'ai facilement les opérations. Et pour vérifier, est-ce qu'on a bien, en fait, on peut éventuellement vérifier est-ce que le résultat qu'on a trouvé c'est correct. Et donc, pour le vérifier, on fait appel, en fait, à une fonction qui s'appelle allClose. Donc, allClose me permettra de vérifier, c'est-à-dire l'équation, le système que je viens de résoudre, le np.dot, c'est-à-dire l'inverse de ce que j'ai, en fait, la fonction inverse, quoi, du coup. Et donc, j'aurai, en fait, il va m'afficher true si, en fait, j'ai trouvé l'équation ou bien false si, en fait, le système que j'ai posé était fausse, quoi. Donc, les résultats que j'ai eu, quoi, sont fausses. Donc là, il me dit que le système a été bien trouvé. Donc, sur NumPy, éventuellement, on peut faire l'affichage des graphes. Donc là, en fait, j'essaie d'aller un tout petit peu vite pour ne pas dépasser le timing qu'on avait dit. Et donc, après, au fait, lors des questions, on pourra revenir sur tout ce qu'on a vu, quoi, sur tout ce qu'on a vu. Donc, NumPy éventuellement nous permettra en fait faire ce qu'on appelle l'affichage des graphes. Donc, là, je veux afficher des graphes soit en géométrie ou bien en fait en trigonométrie, comme par exemple la fonction cosinus. Je veux savoir en fait comment est l'allure de la fonction cosinus en mathématiques. Et donc là, pour l'afficher, donc je vais faire appel à la bibliothèque matplotlib que Ndiaye avait définie. Donc le matplotlib, je vais l'afficher et la fonction NumPy as NP. Donc le NumPy me permettra d'accéder sur les fonctions, les fonctions mathématiques comme par exemple cosinus, sinus, tangente, ainsi de suite, la racine carrée et tout. Et le matplotlib as PLT, donc pour ne pas écrire à chaque fois matplotlib, donc matplotlib permettra d'afficher les graphes. Et donc je vais afficher ici la fonction cosinus. Donc là, j'ai la fonction cosinus. Et donc, j'avais mis en commentaire l'affichage de la fonction sinus et là, je peux le décommenter. Donc, pour voir ce qu'on peut avoir en mélangeant les deux courbes. Donc, on verra l'allure de la fonction cosinus et l'allure de la fonction sinus. Donc là, en bleu, j'ai
la fonction cosinus, et en orange, j'ai la fonction sinus, donc qui a cette allure-là. Donc là, c'est à partir de 0. Et maintenant, en fait, si une personne regarde ce graphe-là, il ne verra pas, en fait, ce graphe n'a pas de label. C'est-à-dire, on me dit pas que cette fonction-là, c'est la fonction sinus, et cette fonction-là, c'est la fonction, en fait, en bleu, c'est la fonction cosinus, et en orange, c'est la fonction sinus. Donc, comme il n'y a pas de label, une personne qui ne connaît pas l'allure de ces deux fonctions-là ne pourra pas savoir que là, c'est le cosinus et là, c'est le sinus. Donc, on peut ajouter ce qu'on appelle, on peut labelliser nos deux graphes. Donc là, on pourra labelliser en premier lieu la fonction cosinus. Et donc, là, j'aurai même pas besoin. Donc, je vais effacer les étoiles. Donc, comme je l'ai déjà importé, je peux les commenter. Comme je pourrais les laisser ainsi. Donc là, je vais afficher le graphe du fonction cosinus qui a été labellisé. Et donc là, en bas, je vois qu'en bleu, donc j'ai cos de x. Donc, et pour faire le label, donc à côté au fait de ce graphe-là, donc je vais dire que label égale cos de x. Je peux le donner n'importe quel nom. Donc, je peux l'écrire en majuscule, en minuscule, ainsi de suite. Donc, je peux décommenter éventuellement le deuxième graphe, qui est le y2. Et donc là, j'aurai éventuellement le label de la fonction sinus. Et donc, quand j'exécute de nouveau cette cellule-là, donc là, ça devient beaucoup plus explicite. Une personne qui ne connaissait pas l'allure des deux fonctions, ou bien l'allure des deux courbes, donc là, il verra qu'en bleu, d'accord, en bleu, j'ai la fonction, donc, cosinus, et là, en orange, j'ai la fonction sinus. Donc, toujours avec, en fait, en fait, on peut changer ça. Là, en fait, j'ai des traits, en fait, des lignes qui sont pleins. Je peux bel et bien changer, en fait, la manière dont j'ai tracé les lignes là. Par exemple, ici, je peux voir que pour la fonction cosinus, j'ai changé, en fait, la manière du tracé. Et donc, la manière du tracé, ici, j'ai utilisé des pointillés. Donc, en faisant que toujours le label que c'est du cosinus. Je peux éventuellement augmenter l'intensité de cette ligne-là. Donc, pour le faire, il suffit seulement de dire line weight. Donc, en fait, c'est cet argument-là. En fait, c'est l'épaisseur de la ligne. Donc, je peux dire 3, 4, en fait, de la manière dont je le veux. Donc, je peux mettre n'importe quelle valeur. L'essentiel que je veux modifier l'intensité du tracé. Et donc là, je vais effacer l'intensité du tracé. Donc là, on voit bien qu'en fait, c'était un tout petit peu différent avec le premier tracé qu'on avait, parce que là, c'est beaucoup plus visible car j'ai augmenté l'intensité, en fait, de ce tracé-là. Éventuellement, pour la fonction sinus, donc je peux faire pareil comme je l'avais commenté. Donc là, j'ai des pointés, et donc là, la fonction sinus, j'aurai des petits ronds, ou bien avec le couleur bleu. Donc, comme avait dit Ndiaye, en fait, pour les couleurs sur Python, donc on n'aura pas besoin, en fait, d'expliciter. Par exemple, là, le R c'est le red, le B c'est le blue. Donc, on n'a pas besoin de dire red, en fait, au complet, ou bien de dire blue au complet. Mais là, en fait, en écrivant seulement R, donc il saura que c'est red, et en écrivant seulement B, donc il saura que c'est du blue, quoi. Donc là, en fait, j'ai un autre tracé donc qui est beaucoup plus ludique et beaucoup plus en fait explicite en changeant les couleurs. Donc je peux changer les couleurs, je peux changer l'intensité, je peux le faire en plus, comme par exemple ici je pourrais dire que c'est plus éventuellement, ou bien changer, en fait modifier toute l'intensité. Donc on peut regarder éventuellement en fait comment peut-on avoir ça, le fractal, le tracé d'un fractal, mais on va pas s'attarder sur les détails. Donc là, en fait, c'est la définition du fractal donc qui est connue. Et donc là, la définition mathématique avec les nombres complexes. Donc comme le temps, en fait, puisqu'on a un TP en fait à regarder, donc on peut voir vite fait l'allure du tracé de notre fractal. Et donc là, c'est le fractal qu'on a l'habitude de voir. Et donc peut-être en fait lors des questions ou bien dans les autres commentaires, en fait on pourra visualiser ou bien s'attarder sur les détails, quoi.
Donc, on peut bel et bien aussi tracer des graphiques en 3D, mais là, ça sera pas en fait l'objet de ce cours-là, mais on le fera prochainement et on pourra éventuellement expliquer la détail des mathématiques qu'on peut faire sur Python ou bien la détail en fait s'attarder sur le traçage des fonctions et tout. Donc là, c'est un graphe en 3D qu'on peut tracer en utilisant toujours la bibliothèque NumPy. Maintenant, à présent, on va passer sur le TP de régression linéaire qu'on avait décidé de faire. Et donc là, on peut introduire ce qu'on appelle, en fait, le machine learning. Donc pour ce TP, donc, en fait, je pense qu'on pourra aller un tout petit peu vite. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, la notion de linear regression, c'est la notion de régression linéaire. Donc, quand on dit régression linéaire en mathématiques, donc cela nous permet de savoir, par exemple, ici j'ai des données. Là, ce sont ce qu'on appelle des points de données. Donc là, j'ai des points de données qui sont donnés. Et l'objectif, c'est de minimiser ces distances-là, ces écarts-là en rose. Donc là, je veux minimiser ces écarts-là pour que mes points en fait collent avec cette droite-là que j'ai tracée. Et donc cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la droite de régression linéaire. Et donc en régression linéaire, il y aura ce qu'on appelle des variables qui sont en fait explicatives et des variables qu'on doit expliquer. Par exemple, si j'ai le loyer en fait dans une ville, on me donne les loyers et le prix des loyers. Donc je veux savoir si on me donne la surface d'un loyer, en fait la surface d'un appartement ou bien d'une maison, quel sera par exemple le prix que je vais donner pour avoir en fait un loyer. Et je peux éventuellement savoir le loyer optimal, donc d'où l'intérêt en fait de la régression linéaire. Et donc la régression linéaire, en fait la fonction mathématique qui régit, donc c'est cette fonction là, donc yi qui est égal à f de xi plus en epsilon, et ce epsilon là c'est ce qu'on appelle le bruit. Donc c'est la modélisation mathématique ou bien la modélisation statistique. Et donc en fait je sais pas si les niveaux sont un tout petit peu homogènes de ceux qui suivent ce webinaire là, mais en fait pour cette partie là du machine learning, on avait prévu de faire en fait des rappels sur les mathématiques de base qui nous permettra en fait de mieux comprendre en fait soit par exemple la régression linéaire ou bien les autres notions qu'on peut voir en machine learning. Mais je pense qu'en fait on va passer vite, et ceux qui veulent approfondir sur l'aspect mathématique ou bien l'aspect des preuves, comment peut-on trouver ces fonctions là, donc à la fin je vous donnerai un lien qui vous permettra d'avoir en fait une explication de tout ce que j'ai écrit ici, quoi. Ça déterminer le bêta, les bêta 0, bêta 1 et le epsilon qui est le bruit, quoi. Est-ce que vous pouvez couper le micro? La personne qui vient de rejoindre peut-être, parce que ça fait un bruit un tout petit peu désagréable. Merci. Donc la motivation statistique de la régression linéaire, donc en fait là, on veut prédire un modèle. Donc on veut minimiser l'écart, c'est l'écart qu'on avait dit, l'écart entre les points bleus et la droite orange, c'est ce qu'on veut minimiser. Et donc pour le minimiser, donc il va falloir en fait minimiser cette fonction là. Et la minimisation de cette fonction là, donc nous donne une fonction, en fait nous donne par exemple nous pousse à déterminer le bêta 0 et le bêta 1 maximal, qui nous permettra en fait d'avoir que cette fonction là, donc elle sera quasiment en fait nulle, ou bien elle sera en fait l'écart sera vraiment petit, quoi. Et donc le bêta 0 c'est ce qu'on appelle en fait l'interception, donc qui est une constante, donc c'est-à-dire par exemple ici on aura le bêta 0, là on aura le bêta 0, et donc le bêta 1 sera la pente, donc ce qu'on appelle la pente, quoi, ou bien le coefficient directeur. Donc ici le coefficient associé à xi donc décrit en fait la sortie finale de la variable, et donc le epsilon i, c'est ce qu'on appelle en fait le bruit ou bien les trucs résiduels. Et donc le epsilon i est choisi de sorte que l'espérance de epsilon i soit nulle. Donc l'espérance il soit nulle, et donc du coup on aura un bruit blanc qui est indépendant et identiquement distribué en jargon statistique.
Et donc, pour la minimisation, donc, en fait, lors de la calcul, donc, le epsilon i, comme son espérance est nulle, ne fera pas partie, en fait, des calculs. Maintenant, pour faire la régression linéaire sur Python, donc, on aura besoin de ces bibliothèques-là qu'on a déjà énoncées. Donc, Pandas qui nous permettra, en fait, d'importer, en fait, notre jeu de données. Le NumPy qui nous permettra de faire les calculs mathématiques qu'on aura besoin. Le Matplotlib qui nous permettra d'afficher notre graphique. Et scikit-learn. En fait, scikit-learn linéaire model, donc qui nous permettra de faire la régression linéaire sans pour autant, en fait, passer par ces détails mathématiques-là. Et donc ici, ce qu'on va faire, donc comme moi j'utilise Colab, donc je vais uploader les données qu'on va utiliser. Donc en fait, je vais faire appel à ces données-là. Et donc pour uploader des données sur Colab, donc directement sur Google Colab, il suffit simplement en fait de taper ce bout de code-là, par exemple from google.colab import file. Et donc là, ça me permettra d'aller chercher là où se trouve le file au niveau en local, c'est-à-dire sur mon ordinateur. Et on peut éventuellement l'uploader à partir du Google Drive, donc je vais le montrer tout à l'heure. Et là, je vais aller sélectionner le file que je veux uploader. Donc je clique sur Select File. Et donc là, je vais aller le chercher au niveau de l'ordinateur. Donc je vais le trouver probablement ici, au niveau du bureau. Donc je vais uploader un fichier qui s'appelle house.csv. Donc là, j'ai importé mon jeu de données. Donc il m'a dit qu'en fait l'import de file.csv, donc dès lors que c'est OK, donc il me dira que c'est OK. Donc là, ce jeu de données là a été importé 100%. Donc là, c'est l'importation du données en utilisant Colab vers un fichier local, c'est-à-dire un données que je vais stocker au niveau de mon ordinateur. Maintenant, pour importer le file en utilisant en fait le drive, il suffit seulement en fait de taper ce bout de code là from google.colab import drive. Donc je vais importer là mon Google Drive et donc là je vais monter mon Google Drive. Je vais dire drive.mount, donc je vais accéder directement à mon Google Drive. Donc je vais le faire vite fait sans pour autant tarder. Donc je vais cliquer ici sur ce lien, le lien qu'il m'a donné, et donc il va me dire tu peux soit choisir tel ou tel de tes comptes Google. Et là je vais choisir celui-là. Et donc là, il va me donner en fait un genre de mot de passe, donc qui me permettra d'avoir directement en fait le fichier quoi, pour accéder au fichier. Donc je vais autoriser. Donc le code qu'il me donne, je vais en fait le copier ici. Et dès lors que je le copie, donc je retourne sur le fichier Google Colab, donc je fais un call, je tape sur entrée et donc là il sera en fait, il aura un accès à mon Google Drive. Et dès lors que je fais ls, donc il va m'afficher en fait tous les fichiers ou bien tous les fichiers qui se trouvent dans mon Google Drive et je pourrai aller directement en fait charger. Il me dit que le drive a été bel et bien monté, donc je peux faire le ls pour afficher en fait la liste des trucs. Donc là je vois que quand je fais ls, donc dans le drive j'ai le file CSV, donc je peux l'utiliser éventuellement directement comme j'ai monté mon Google Drive. Donc ici comme j'ai file.csv, donc je vais faire en fait, je vais définir là le df, c'est le nom de mes données. Maintenant pour lire, pour importer ou bien pour lire un fichier CSV, donc c'est un fichier Excel en quelque sorte, avec Pandas, donc je vais dire pd.readcsv, donc ça me permettra de lire les données, et donc là je donne la manière de séparation, et donc le def.head me permettra d'avoir les 6 premières lignes, donc si j'exécute cette cellule là, donc là il a lu les variables, donc il a lu les variables. Je pourrais le temps ne le permet pas, mais je pourrais en fait ouvrir la fiche CSV sur le Excel pour montrer un tout petit peu en fait l'allure des données, la tête du fichier quoi. Donc là je vois loyer et surface. Donc le loyer c'est le montant des loyers et là la surface c'est la surface. Par exemple 37 mètres carrés
c'est équivalent à 1300 €, ainsi de suite, 32 mètres carrés, ainsi de suite. Donc là, et là, ça dépendra des villes. Par exemple, là, on voit 30 mètres carrés qui coûte 955 par exemple, quoi. Donc, c'est des données un peu aléatoires, quoi. Et donc là, je peux afficher ces données-là. Donc, je peux afficher les données que j'ai uploadées. Et donc, pour l'affichage des données, donc, je vais imbriquer ça les données. Donc, je vais définir la taille la size de mon figure, de la figure. Et donc, je vais dire que le PLT scratch, donc, j'aurai besoin de la surface et du loyer uniquement, puisque c'est ce que j'ai, les colonnes, donc c'est surface et loyer, donc c'est ce que j'aurai besoin uniquement. Et donc là, je vais dire que le X, donc je vais le labelliser comme étant le surface des loyers, le Y comme étant le prix des loyers, et donc là, la relation entre la surface et la loyer, donc qui sera le nom de cette figure-là. Donc je vais exécuter cette cellule-là. Donc pour voir comment est l'allure des données. Donc là, j'ai l'allure de tous mes données. Ici, j'ai le prix des loyers et donc là, j'ai la surface donc qui a été donnée. Mais je peux réduire cette partie-là pour choisir uniquement la partie qui m'intéresse. Donc moi, j'aurais pas besoin de toute cette partie-là, donc de toutes ces parties, mais je vais limiter, par exemple, je vais dire que je vais choisir les loyers qui sont inférieurs à 600 €, à 6000 €, et une surface qui sera inférieure à 200 mètres carrés, quoi. Donc là, je vais spécifier, un loyer, donc les loyers qui sont inférieurs à 6000 €. Donc là, je viens de le dire, et je vais dire que, donc pour avoir une vision claire de ce qu'on va faire, et donc là, je vais dire que le surface aussi, je veux que le surface soit inférieur à 200 mètres carrés. Donc, je n'aurai pas besoin d'une surface qui dépasse 200 mètres carrés, quoi. Donc là, je vais exécuter. Et donc là, j'aurai un affichage beaucoup plus net que ça. Parce que ici, on verra qu'il y a des données, mais c'est tellement condensé que je ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce que l'écart est énorme. Et donc là, j'ai réduit l'écart que j'ai fait. Et donc là, je vais refaire l'affichage en me limitant uniquement sur les loyers qui sont compris entre 0 et 600, donc entre 0 et 6000 €, et les surfaces qui sont compris entre 0 et 200 mètres carrés. Et donc là, je vois que la distribution de mes données, la distribution de mes points, sont quasiment linéaires, mais ne sont pas si linéaires, mais sont quasiment linéaires. Et donc là, l'ingénieur qui va traiter ce type de problème-là, il saura il aura affaire à une régression linéaire, ou bien à utiliser premièrement une méthode de régression linéaire pour pouvoir prédire, pour faire sa prédiction. Maintenant, le bêta 0 et le bêta 1 chapeau maximum, pour le déterminer, il faut minimiser la fonction que j'avais définie en haut, donc en éliminant le epsilon. Donc on va faire la différence, donc le argmin, donc pour minimiser cette fonction là, et donc après résolution, donc on trouvera que le bêta 1 c'est égal à la somme de x1 moins la moyenne et multiplié par y1 moins la moyenne sur cette somme là au carré. Donc la résolution de ce problème-là, donc je vous donnerai à la fin un lien qui vous permettra de lire, si le niveau vous le permet, donc de pouvoir regarder comment on a fait pour trouver ce problème-là, quoi. Donc je vous donnerai le lien de mon blog, donc que j'ai bien explicité tout cela. Et donc le bêta 0, c'est égal à la moyenne de y moins bêta 1 chapeau multiplié par la moyenne de x. Et donc là, on va faire le calcul de bêta 0 et de bêta 1 qu'on a défini. Donc, ce qui est intéressant éventuellement sur Python, donc c'est-à-dire une fois qu'on a fait la modélisation de nos paramètres ou bien de nos problèmes mathématiques, on peut bel et bien calculer, ces équations-là avec Python. Donc, toute cette équation-là que j'ai définie, je peux le calculer avec Python et éventuellement cette équation. Et donc, je vais dire que le x, donc, il sera égal à la surface. Le x bar, c'est la moyenne de ma surface, donc le x bar que j'ai défini ici. Le y, c'est le loyer, donc y égale df entre crochets le loyer, donc je vais prendre uniquement les loyers. Et le y point min, donc NumPy point min me permet d'avoir la moyenne d'une valeur. Ici, le x point min, donc me permet d'avoir la moyenne des surfaces. Le y point min me permet d'avoir la moyenne des valeurs. Et donc le bêta 1,
en fait, on me dit que c'est égal à cette somme-là divisée par cette somme au carré. Donc, je dis que c'est égal à x moins x bar, donc qui me donnera tous les x, toutes les surfaces moins la moyenne des surfaces, multiplié par tout le prix des loyers moins la moyenne des prix des loyers en somme. Donc, j'ai fait la somme divisé par x moins x bar, le tout au carré. Donc, le étoile 2 qui me donne le tout au carré. Donc, cette somme-là. Donc, je peux calculer le coefficient de x, le coefficient de bêta 1. Et donc, je vais dire que bêta 1, c'est égal à 28,05. Donc, le bêta 1 que j'ai calculé. Je peux éventuellement calculer le bêta 0, qui est y bar moins bêta 1 multiplié par x bar. Et donc, comme le x bar et le y bar, je l'avais défini, donc j'aurai le coefficient de bêta 2. Et donc, en fait, pour afficher la régression linéaire, donc cette droite-là, la droite qu'on avait définie, qui nous permettra de minimiser les traits en rose, donc je vais dire que le loyer, donc là je vais le mettre en commentaire parce que c'est pas en code, donc le loyer, il serait régi. En fait, là je vais modifier cette valeur-là, parce que ce n'est plus 30 ni 288, mais plutôt, parce que comme j'ai réduit la taille des données, donc ça sera égal à 28,053 multiplié par la surface plus 388,26, donc qui sera le bêta 0. Et donc là, je pourrais afficher la droite qui me permettra d'avoir en fait cette droite de régression là. Et donc là, je peux expliciter la droite de régression. Donc ici, j'ai tracé ma droite de régression, donc qui colle un tout petit peu en fait les données. Et donc ici, l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était maintenant de minimiser, en fait, j'ai pu trouver en fait une droite qui passe par le maximum de points et qui essaie de minimiser, c'est-à-dire qui essaie de minimiser ces données-là, ces points de données. Et donc, lorsqu'on fera un TP de bout en bout, donc on va expliquer chacun de ces détails-là, mais donc là, c'était justement pour donner en fait un avant-goût. Et donc là, je pourrais déterminer pour un loyer donné, quel serait par exemple le montant de loyer que je peux calculer. Par exemple ici, pour bêta 0, ça, pour une surface de 30 mètres carrés, quel serait le loyer que je vais calculer? Donc pour ça, là, c'est ce qu'on appelle la prédiction. Donc pour chaque surface, je peux calculer le loyer qui est optimal, donc qui colle bien avec cette ligne-là en rouge. Pour un loyer donné, quoi, je peux calculer le loyer optimal qui colle bien à cette droite-là en rouge. Donc c'est 1200,225, donc qui est très cher. Et donc là, en fait, on voit que les prix de loyer en France sont si chers, quoi. Donc là, je vais dire que les maths ne servent à rien. Donc tous ces blabla là, ou bien tous ces maths là qu'on a fait, donc ça, en fait, je peux dire que, ou bien je peux affirmer que ça sert à rien, sauf que ça nous permet bien évidemment de bien comprendre, en fait, l'aspect mathématique qui est derrière la régression linéaire, ou bien l'aspect statistique, quoi. Donc tout cela nous permettra tous ces trucs-là nous permettra en fait en mathématiques de comprendre cela. Mais il y a des gens qui ont développé des trucs en fait qui sont très simples et qui sont très utiles pour savoir comment peut-on utiliser en fait la régression linéaire sans pour autant écrire toutes ces équations mathématiques-là. Et donc c'est ce qu'on appelle le scikit-learn. Donc le scikit-learn nous permettra en fait de faire de la régression linéaire sans pour autant en fait besoin de faire tous ces calculs-là. Donc tous ces calculs. Et donc là, il suffit seulement d'importer la bibliothèque de scikit-learn. Et donc une fois que cette bibliothèque-là a été importée, donc pour l'import, en fait, je vais donner prochainement en fait le lien de scikit-learn. Vous pouvez en fait aller sur ce lien-là. Et donc là, ça nous permettra d'avoir en fait cette prédiction-là qu'on a fait sans pour autant passer par toutes ces équations mathématiques-là, quoi. Donc, je pense qu'on pourra s'arrêter là et ouvrir les micros pour les questions. Et donc, vous avez la parole.